Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac, il est 14h18. Nous sommes le mardi 8 juillet et je vous propose depuis les studios d'Aix-les-Bains, où nous sommes en direct, de faire un petit tour dans celle qui est une fusion de deux anciennes régions, Auvergne et Rhône-Alpes. Dans cette collectivité qui fait 70 000 km², plus de 8 millions d'habitants, qui est la deuxième région la plus vaste et la plus peuplée de France. Elle est située au cœur du sud-est de la France. Vous avez bien sûr compris que je vous parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme les noms des deux précédentes. C'est une région importante, une région où il y a la diversité des volcans d'Auvergne, au massif des Alpes, des vallées fertiles, des lacs comme notre lac du Bourget, j'ai bien dit nôtre, ou le lac d'Annecy, la vallée du Rhône, etc. Un poumon économique majeur avec le Lyon, bien sûr le deuxième pôle économique de France, un haut lieu de la recherche et de l'innovation, des grandes entreprises industrielles, je n'en ferai pas le tour, un territoire touristique toute l'année. C'est pas notre invité du jour qui va dire le contraire, lui qui est un homme de la montagne et des stations savoyardes avec des villages de caractère, des villes d'art et d'histoire, des produits du terroir, une culture et une gastronomie de renom. Une région d'équilibre et de projet. Bref, vous avez compris, chers auditeurs de Radio Grand Lac, l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la France au condensé. Et pour en parler aujourd'hui, qui de mieux que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous fait l'amitié et l'honneur aussi, je dois bien le dire, d'être présent en direct et en studio chez nous. Il a été maire de Saint-Jean-de-Belleville, il a été maire de Moutier, il a été collaborateur d'élus pendant longtemps, il a présidé l'Assemblée tarentaise vanoise. Il a été président de la Fédération des maires de Savoie à une époque où elle regroupait 4 associations territoriales sur le département. Fabrice Pankouk qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous allez bien Monsieur le Président, cher Fabrice? Je vais très bien parce qu'on est ici tout proche du Grand Bain et on est dans cette actualité locale. On est dans le Grand Bain même. Très heureux d'être ici à Radio Grand Lac. Alors, Fabrice Pankouk, donc comme je le disais, vous avez été élu, vous êtes encore, mais vous avez été élu un élu de Savoie, un élu de terrain, toujours au plus proche des communes et des collectivités. Et puis, le 5 septembre dernier, le même jour qu'un Savoyard rentrait à Matignon, Michel Barnier, eh bien vous étiez élu à la succession de Laurent Wauquiez à l'hôtel de région pour présider aux destinées d'Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? C'est d'abord formidable, parce que c'est un changement qui est important. Cette région, je la connais un peu, pour en avoir été d'abord le vice-président à l'agriculture, en avoir été l'élu régional depuis 2016, dans la majorité que présidait Laurent Wauquiez. Et lorsque les choses se sont proposées à moi, de cette possible candidature pour présider cette région, c'est d'abord un grand honneur. C'est se souvenir que, évidemment, il y a eu toutes ces années de mandat municipal, de mandat communautaire, qui font que on va au contact des habitants de nos territoires, qu'on va comprendre ce qui se passe dans chacune des communes, qu'on voit nos associations, nos représentations syndicales, et qu'on se dit qu'évidemment nous avons quelque chose à faire. Que lorsque cette proposition est donnée de présider une telle collectivité, une telle région, un tel ensemble, avec la diversité que vous avez Combien de départements? 12 départements. 12 départements. Plus la métropole de Lyon. Tout à fait. Et je crois que du nord au sud, il y a 6 heures de route, si on veut relier en voiture, du nord de l'Allier au sud de la Drôme ou de l'Ardèche. Oui, de la même manière que de Montmoutier, où je suis évidemment toujours habitant, jusqu'à Aurillac. C'est là aussi plus de 5 heures. Donc cette région est très grande. Mais c'est ce qui lui confère la diversité. C'est ce qui nous permet d'être au contact de ces 4000 communes, de ces 12 départements, de ces près de 9 millions d'habitants. Et c'est absolument formidable parce que c'est toute cette diversité. La seule chose qui puisse nous manquer, nous dit-on parfois, c'est la mer. Et je rappelle que on n'en est pas très loin. Nous l'avons, mais c'est que la plage est longue. Oui, tout à fait. Mais nous avons le lac du Bourget que vous connaissez bien quand même. Oui, cette région, évidemment. Notre région, je la présente toujours en disant que c'est celle des montagnes et des lacs. Parce que je pense d'abord à ce qui caractérise nos territoires. Cette montagne, c'est aussi celle que nous retrouvons évidemment tout à l'ouest avec la Haute-Loire ou le Cantal par exemple. C'est celle des volcans
parce que ça nous caractérise. C'est aussi celle des villes. Et quand je suis ici à Aix-les-Bains, eh bien, je suis dans une de nos très belles villes, et thermale de surcroît, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, vous venez parler de thermalisme. On salue bien sûr Marie-Pierre Montoro-Sadou, qui est votre vice-présidente en charge notamment du thermalisme. Et puis, bien sûr, le maire d'Aix-les-Bains, Renaud Béretti, qui n'a pas pu être là non plus, retenu par d'autres obligations. Et qui sont deux complices. Je me permets de vous couper, Jean-Pierre, pour dire le travail de grande qualité que nous pouvons mener. D'abord avec l'ensemble des élus de Savoie. Oui. Je crois qu'il faut le dire comme ça. J'ai une pensée particulière pour Hervé Guémard, comme président ici de ce département de la Savoie, et vous faisiez référence à Marie-Pierre Montoro-Sadou, à Renaud Béretti, qui sont des complices de longue date et avec qui nous avons ici des vrais compagnons de route. J'ai aussi une pensée pour mon ami Claude Giroux, quand on est ici qui est à côté de vous, sur ce territoire de Grand Lac, parce que avec Claude nous avons eu aussi toutes ces années où nous avons poursuivi à la fois le chemin et les combats, ce qui n'empêche pas de continuer d'avoir encore des échanges aujourd'hui pour mon plus grand plaisir. Et c'est vrai qu'avec ma complice amie Sandra, nous voulions qu'il soit à nos côtés aujourd'hui pour votre venue ici. Avant de parler de quelques dossiers qui traitent des compétences de la région, peut-être un petit mot sur vous. Comment est-ce que vous êtes arrivé en politique ? Il y a quelques semaines, ça. Ça fait quelques semaines. Je crois qu'on est d'abord avec quelque chose, parce que il n'est peut-être pas dans la norme en réalité de vouloir s'impliquer, même si je conseillerais à chacune et chacun de le faire, parce que c'est une expérience de vie, c'est une expérience de grande humanité, et puis qui ensuite évidemment va aller requérir quelques dimensions techniques. Moi, j'y suis arrivé en fait très jeune, parce que j'avais 25 ans lorsque j'ai été élu maire de Saint-Jean-de-Belleville. Il y a quelques semaines. Nous étions en 2001. Nous étions en 2001, donc ceux qui ont vite calculé savent que j'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai ensuite présidé la communauté de communes Cœur de Tarentaise, avant d'être élu l'année d'après, en 2014 maire de Saint-Jean de Moutier. Puis élu régional une année après, voilà, en 2015-2016. Et c'est toujours la même passion qui vous anime, Fabrice Pancook. C'est toujours la même passion parce que c'est tous les jours la même envie de découvrir les habitants de nos territoires, avant ceux de la Savoie, désormais ceux de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, de pouvoir être dans la construction de ce qui fait demain. Et il y a une dimension qui m'anime plus que toutes les autres, c'est l'aménagement du territoire. Je considère que par l'aménagement du territoire, nous définissons là où nous allons vivre et permettre à d'autres de vivre, avec évidemment la dimension des familles et tout ce que ça requiert derrière, de ce que nous pouvons regarder après l'habitat, les mobilités, l'économie de nos territoires, qui sont autant de dimensions qui concourent à l'attractivité. Et c'est une autre dimension qui est absolument majeure. Chaque matin, se dire que nous pouvons, de manière très, avec beaucoup d'humilité, se dire que nous pouvons être acteurs de l'aménagement du territoire, de l'attractivité de notre territoire. De prévoir demain. Prévoir demain et de dire finalement comment les hommes, les femmes, les enfants qui sont ici vont pouvoir prendre du plaisir à y vivre, à y grandir, à découvrir et évidemment à y rester. Tout à fait. Alors, merci pour ces quelques propos. On va traiter maintenant un petit peu, comme un peu un inventaire à la Prévert, de thématiques et de compétences de la région. Quand je vous vois, je pense tout de suite à la montagne. Moutier, quand on veut aller dans nos grandes stations de Savoie, on passe à Moutier. Saint-Jean-de-Belleville, maintenant, c'est la commune nouvelle des Bellevilles. Quand on veut monter au Ménuire, à Val Thorens ou autre, on y passe aussi. Vous êtes encore un élu de montagne. On voit que la montagne doit faire face à des défis climatiques, des défis touristiques, parce que voilà, on voit bien que notre climat change. On a vécu une période de forte chaleur il y a quelques jours et d'autres sont déjà prévus. Que faites-vous au niveau de la région pour soutenir les stations de moyenne montagne comme on en a dans notre département, comme il y en a dans d'autres départements? Bien sûr, on n'oublie pas le Massif central. Quelles sont vos actions à ce niveau et qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il faut considérer la montagne de ce qu'elle est. C'est-à-dire un objet qui est très singulier, qui est une véritable chance, qui est un héritage, et qui, dans notre département de la Savoie, est aussi une véritable dimension économique qui nous a été confiée. Nous sommes dans un moment des transitions, et je le mets volontairement au pluriel, parce que il y a évidemment cette transition climatique, et vous y faisiez référence, nous y sommes confrontés. Il y a cette transition environnementale, où on voit bien que beaucoup de choses changent autour de nous. Je ne parle même pas de la neige ici, évidemment, tout le monde a fait les constats. Mais il y a aussi ces transitions sociétales. Nos
contemporains n'attendent plus forcément la même chose des territoires dans lesquels ils vivent. Du côté de la région, nous avons un engagement très fort pour la montagne. Et depuis 2016, dès que nous avons été élus, en 2016 avec Laurent Wauquiez, nous avons fait le choix de nous engager de manière très directe. Et ça a été ma première délégation d'ailleurs au Conseil régional, de pouvoir travailler sur cette montagne. Avec plusieurs dimensions. D'abord, cette montagne évidemment touristique, très engagée autour de la neige et des stations, sur laquelle il convenait d'accompagner le modèle pour qu'il puisse être encore plus longtemps. Autour de la neige, naturellement, avec cette neige de culture, qui n'est pas un gros mot, qui est une réalité économique de nos territoires, avec la dimension de l'immobilier, où bien sûr, on sait très bien que ça représente des volumes qui sont importants, des besoins d'amélioration, la place des jeunes, majeure. Oui. La place des jeunes en montagne est un sujet absolument majeur. Et nous avons beaucoup investi, nous continuons de le faire en accompagnant les projets autour des centres de vacances, avec cette idée très singulière qu'il faut permettre aux jeunes de venir sur nos territoires. Il faut donc qu'il y ait ces centres de vacances. On l'a fait aussi pour accompagner les transports des jeunes. C'est plusieurs milliers de jeunes que nous envoyons chaque année dans nos territoires de montagne. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de dire que quand un petit Cantalien peut venir dans nos stations de Maurienne... C'est quelqu'un du Cantal, ça. Exactement. Un petit Cantalien, d'accord. Peut venir dans nos stations de Maurienne, c'est une très belle découverte, d'abord. Ou de Tarentaise. Mais c'est aussi une manière d'incarner ce grand territoire régional. Ouais. Et nous le devons, parce que c'est aujourd'hui une unité territoriale, et il faut que les enfants puissent le découvrir. Nos territoires de montagne, dans ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est aussi accompagner le sujet des mobilités. Oui. Je me suis beaucoup battu sur ce que nous appelons aujourd'hui les ascenseurs valléens, qui est cette mobilité câblée qui nous permet de rejoindre le haut et le bas en laissant la voiture finalement à la ville et utiliser ces moyens de déplacement modernes. On a plusieurs exemples qui ont été réalisés, notamment ici en Savoie, je pense à Aurel-Val Thorens par exemple, qui est sans doute une des plus belles réalisations. Les arcs aussi. Les arcs aussi, avec ce funiculaire qui existait déjà, sur lequel nous avons accompagné la modernisation, de la même manière qu'on a accompagné la modernisation de Brides-les-Bains-Méribel, qui est aussi une très belle liaison qu'il faut citer en exemple. Nos territoires, ils sont aussi ce qui n'est pas cette montagne de la neige. Et c'est tout l'accompagnement de ce que nous appelons les transitions, de la diversification, de ces activités nouvelles qu'on va être en capacité de mettre en place. Alors, il y a quelques années de cela, nous parlions des luges d'été, par exemple. Oui. C'est une manière de faire de la diversification. Il y en a en réalité d'autres aujourd'hui, autour des activités, par exemple, de l'eau. Et j'ai vu une très belle plaine d'eau aménagée à Caige, une de nos communes du Beaufortin, par exemple. Oui. Et puis, il y a tout ce que nous faisons aussi dans les Bauges, qui est ici ce territoire tout voisin, puisqu'on est sur une des portes des Bauges ici, c'est pour ça que j'y fais référence. Et nous travaillons beaucoup. Nous avons, avec les Bauges, travaillé sur la neige. Ça a été l'exemple de cette retenue collinaire que nous avons organisée, que nous avons accompagnée en financement. C'est aussi autour des projets qui sont menés actuellement à la FECLA et sur ces territoires. Le président Fabrice Pankouk est un très bon client parce qu'on pose une petite question et voilà. Et en fait, il traite toutes les thématiques que j'avais prévues après. Non, mais donc oui, je reviens sur les transports et les mobilités. On voit bien que c'est une problématique qui nous touche au quotidien. Nos villes sont surchargées. Alors, vous êtes maintenant sur Lyon, hein, le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes est à Lyon, à Confluence. C'est ça. Voilà, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de monde, mais même nous ici, dans nos zones périurbaines, Aix-les-Bains, Chambéry, la voie rapide urbaine qui est très prise, on parle d'un tram. Alors, Florian Maître, notre élu en charge des mobilités, suit ça de près. Je crois que vous le connaissez très bien aussi. Bien sûr, comme Nathalie Schmitt d'ailleurs. Oui, et qui nous écoute d'ailleurs et on la salue bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des transports et des mobilités pour avoir plus de fluidité ? Il y a deux dimensions très importantes. La première, c'est comment est-ce qu'on travaille sur nos transports collectifs et organisés. Notamment les trains et les TER. Hein. Alors, on parle toujours du train, mais ça n'est pas exclusif. Et il faut avoir ce regard porté large de toutes les formes de mobilité. Les mobilités collectives en font partie, autour du train, bien sûr, autour des bus. Et les bus de la région sont identifiés, on les reconnaît par cette livrée particulière qui les habille. Ça, c'est le premier objet. Le deuxième objet, c'est la décarbonation de nos mobilités. Et là, nous avons un enjeu au regard de l'environnement qui est absolument crucial, sur lequel nous investissons beaucoup, par exemple avec l'hydrogène.
c'est une des raisons. J'évoquais les ascenseurs valléens, c'est une autre manière de décarboner nos mobilités. Et tout ça, il faut que nous arrivions à le mettre en mouvement dans un même élan. Et c'est pour ça que nous avons ce que nous appelons les services express régionaux métropolitains, les fameux SERM, que nous mettons en place sur notre territoire. Il y en a 24 en France, nous en avons 6 en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est une grande région, et que c'est une région où les mobilités sont déjà très présentes. Nous avons ici un SERM qui concerne le territoire qui nous occupe, avec le SERM de Chambéry. Oui, d'accord. Et donc, ce SERM de Chambéry, qui évidemment irrigue jusqu'ici sur notre territoire. Nous sommes actuellement dans une phase d'étude. C'est un travail qui se fait avec la Société des Grands Projets. Cette Société des Grands Projets, c'est celle qui s'appelait précédemment la Société du Grand Paris et qui a permis de relever le défi des mobilités pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Eh bien, nous travaillons avec eux sur la phase d'étude qui sera rendue d'ici la fin de cette année. Et ensuite, nous pourrons rentrer dans une phase très opérationnelle, et bien d'investissement très lourd. Quand on s'intéresse à la Savoie, oui, évidemment, nous regardons vers Lyon, mais nous regardons aussi vers la Maurienne. Parce que le grand chantier du Lyon-Turin est très structurant de ce que nos mobilités vont s'organiser en Savoie dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet sur le Lyon-Turin? Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on entend un petit peu tout, on lit tout. D'abord, le Lyon-Turin, ça va être l'objet d'un de mes déplacements consacrés sur le sujet dans les toutes prochaines semaines. Et je suis très heureux de pouvoir aller, j'ai envie de dire, dans les entrailles de la Terre, pour bien comprendre de quoi nous allons parler. De la Terre de Savoie, c'est la meilleure, il paraît. Il y a 2 sujets, quand on parle du Lyon-Turin, qu'il faut bien distinguer. Il y a d'abord le tunnel de base. C'est finalement l'objet principal qui nous occupe actuellement. C'est le chantier qui est en cours. C'est ce qui va nous permettre de relier la France à l'Italie. Et c'est ce que nous voyons d'ores et déjà lorsque nous traversons cette belle vallée de la Maurienne. Le deuxième aspect, c'est les accès français. Et ce sujet, il est très important. Parce qu'une fois que nous aurons fait le tunnel de base, eh bien, il faut pouvoir raccorder de la meilleure des manières ce tunnel de base à notre réseau, justement, de mobilité existant. Et ces accès français, c'est un objet collectif sur lequel les premiers travaux ont été imaginés sur le plan foncier. Oui. Et qui a été l'objet pour la région d'une délibération à la fin de l'année 2024 où nous avons engagé 20 millions en plus des 10 que nous avions déjà mis en œuvre pour permettre de faire les acquisitions foncières et la DUP autour la déclaration d'utilité publique oui. Autour de ces futurs accès français. L'enjeu, il est très important dans le déroulé et le temps que nous y consacrons. L'idée, c'est d'avoir le moins de décalage possible entre la livraison du tunnel de base oui. et la mise en œuvre des accès français. Sinon, nous aurions un décalage. Et ce que nous faisons du côté français sur ces accès français, eh bien, nos amis italiens le font de la même manière de leur côté. Le font de la même manière, d'accord. Et l'idée est de pouvoir arriver de la meilleure des manières, très frontale, avec la livraison de la totalité de ce grand chantier. Et c'est pour quand ? Alors avec un horizon qui est évidemment au-delà de la temporalité qui nous occupe ici, on parle de 2040 avec des premiers éléments qui pourront nous permettre d'utiliser vraiment ce grand chantier. Vous serez encore tout jeune à cette époque-là. Mais comme vous, Jean-Pierre. Merci Fabrice Pannecook. On poursuit sur les compétences de la région. Il y en a une, c'est l'économie. On voit bien que nos territoires souffrent, que nos territoires ont des difficultés, que l'État français a des difficultés et que les collectivités locales dont la région doivent, elles, avoir un budget en équilibre. Hein. Vous avez raison, Jean-Pierre, de commencer par dire qu'il y a des difficultés. Mais moi, je ne suis pas un optimiste béat, mais je crois en l'avenir. Et je fais le constat de ce qui fonctionne parce que c'est pour moi un carburant essentiel de la dynamique que je veux mettre au quotidien pour mon territoire. Et quand je fais le constat de là où nous en sommes, je vois en Auvergne-Rhône-Alpes oui. la première région industrielle de France. Je vois la première région sur laquelle nous faisons la relocalisation industrielle. Pas moins de la moitié des projets de relocalisation industrielle du pays s'installent sur notre territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça aujourd'hui la réalité. Je vois aussi cette réalité de la grande diversité économique que nous avons sur nos territoires. Avec une industrie historique, mais aussi une industrie d'avenir, avec de l'innovation, avec des savoir-faire absolument incroyables, depuis les industries du luxe, tout ce que nous savons faire aussi autour du textile. Et puis, je résiste pas à vous dire que je suis survenu il y a quelques jours seulement du Salon du Bourget à Paris, le salon de l'aéronautique. C'est absolument incroyable. Nous aurions, si nous décidions de le faire, la capacité de construire toutes les pièces d'un avion et l'avion lui-même
avec uniquement nos entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. Juste chez nous, enfin. Juste chez nous. Dans nos 2 départements. C'est une grande fierté, c'est une grande richesse. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ce constat, évidemment, ça nous oblige. Oui. Parce que c'est ce qui nous est confié et charge à nous de pouvoir l'entretenir pour le transmettre ensuite. Et là, nous avons déployé de nombreux dispositifs, ce que j'appelle la boîte à outils. Parce qu'un dispositif ne sert à rien s'il n'est pas mis en œuvre. Et donc, nous avons une boîte à outils dans laquelle on vient accompagner les entreprises, les petites comme les plus grandes, accompagner l'installation et notamment la dimension foncière, accompagner la formation. Et l'ensemble de ces outils sont mis en œuvre sur le territoire avec nos équipes de ce que nous avons connu de l'agence économique de Savoie historiquement et qui est devenue l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises aujourd'hui. D'accord, donc des actions en faveur des grands groupes, mais également des petits commerçants. Jusque dans les commerces. Jusque dans les commerces local, et les artisans. Parce que nous avons à cœur de soutenir toute la chaîne de l'économie. Parce que soutenir toute la chaîne de l'économie, c'est soutenir toute la chaîne de l'emploi, bien sûr. C'est soutenir le fait que ces compétences qui existent doivent pouvoir exister encore demain. Et puis c'est permettre que nous avons de la vie dans nos territoires. Et ça, c'est absolument majeur. Mais c'est un travail titanesque que vous faites là, Fabrice Pannecook. C'est un quotidien bien occupé. On parlera de votre quotidien après. Mais oui, tout à fait, ça doit être très c'est passionnant. Mais c'est passionnant. La jeunesse, la formation, l'avenir, des termes qui vous occupent aussi, qui occupent votre action publique depuis déjà des années. Quelles sont les mesures en faveur de nos jeunes, en faveur de la jeunesse, qui parfois, alors dans nos territoires un peu ruraux, je dirais, s'occupent encore, mais on a dans notre région des grandes villes avec des problèmes de délinquance, avec des problèmes d'isolement, avec des problèmes où nos jeunes sont parfois laissés un petit peu de côté. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ramener tout le monde dans le droit chemin et donner une formation à tout le monde? Alors là encore, Jean-Pierre, j'ai d'abord envie de voir une jeunesse qui est pleine de vivacité, qui est pleine de ressorts, de possibilités. Quand je vois ces jeunes qui innovent, quand je vois ces startups, ça me donne évidemment beaucoup d'énergie. Il ne faut pas oublier que la région a une compétence importante s'agissant des lycées, puisque les lycées et tout cet échelon est du ressort de la région, avec 500 établissements. 500 dans à le rappeler. Oui. Entre les établissements publics et privés, ce sont 500 lycées que nous avons à l'échelle de la région. J'ai toujours à cœur d'aller en visiter beaucoup, parce que dans les presque 8000 agents que nous avons à la région, il y en a évidemment une grande fraction qui se trouve dans les établissements. Et donc directement au contact des jeunes. Et j'ai toujours une pensée pour nos agents qui sont ces agents des services dans les établissements. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on occupe cette jeunesse? Eh bien, on l'occupe avec les différentes activités que nous avons en place. Les clubs sportifs, les différents événements et manifestations qui sont organisés, toute la vie trépidante culturelle. On est à quelques jours de Musilac ici. Eh bien, nous les accompagnons. Ces événements culturels, tous ces festivals sur notre territoire, et nous avons un soutien au bénéfice de la culture qui est absolument majeur et sur lequel nous sommes très attachés. Avec aussi cette dynamique, vous évoquiez Jean-Pierre la ruralité, avec cette dynamique du aller vers. On a fait cette année quelque chose d'absolument extraordinaire avec cet opéra itinérant. Une création originale faite avec l'Opéra de Lyon et un camion qui s'est déplacé sur notre territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour aller faire de la représentation, pour aller présenter cet opéra directement au plus près des habitants. C'est formidable, le aller vers. De la même manière que nous sommes, ça y est, c'est parti, la saison de la région des Lumières, où nous sommes présents. Nous serons dans la commune des Bellevilles sur le sanctuaire Notre-Dame de la Vie. Tout à fait. Eh bien, nous y serons à partir du 27 juillet pour 3 semaines. Un spectacle à ne pas manquer. Et notre jeunesse, elle y a droit. Après, parallèlement, notre jeunesse, on doit lui donner aussi des messages très clairs. Moi, je crois beaucoup au travail. Je crois beaucoup à la dimension de l'effort. Et il faut rappeler qu'on se réalise par l'effort. On ne se réalise pas en attendant que le dernier jeu vidéo soit sorti ou que la dernière série soit sur les plateformes. On se réalise par le travail, on se réalise par l'effort. Et nous avons une jeunesse qui peut être déviante, comme on dit aujourd'hui. Il faut là aussi que nous ne scions pas de la manière avec laquelle nous la traitons. Il faut de la verticalité dans nos actions. On veut des territoires qui soient des territoires en sécurité, des territoires sur lesquels on peut vivre de la meilleure des manières. Et quand certains sont dans une forme de déviance, eh bien, il faut la contrôler.
Et au niveau de la formation professionnelle, qu'est-ce qu'on fait à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les jeunes et également pour les autres? Eh bien, on fait beaucoup de choses, avec évidemment une partition des compétences qui est répartie différemment avec l'État désormais, et donc il faut que chacun soit sur son segment, naturellement. Mais par contre, nous avons à cœur de donner la possibilité à chaque jeune de se réaliser, notamment sur le plan professionnel. Et je profite d'ailleurs de votre audience ici pour dire que l'apprentissage, ce contact avec l'entreprise, ça n'est pas un échec scolaire. C'est une manière de se préparer à une vie professionnelle réussie. D'accord. Merci Fabrice Npaco, qu'on est toujours en direct à 14h44, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac pour cette émission exceptionnelle en compagnie du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est en Savoie, vous avez été élu de Saint-Jean-de-Belleville, élu de Moutier, en Tarentaise, où il y a eu les JO en 1992. Et on pense encore bien sûr à l'action de Michel Barnier, que vous voyez souvent. Très régulièrement. Oui. Très régulièrement. Les JO de 2030. Ça s'approche, vous êtes un défenseur de ce dossier avec d'autres élus bien sûr, avec votre confrère de PACA, entre autres. Comment se présentent ces JO 2030 ? Alors, vous avez dit défenseur, je mettrai aussi artisan parce que j'y passe beaucoup d'énergie. Artisan et défenseur. Et dans un moment où on est occupé d'écrire la suite d'une très belle histoire. Oui. Parce que il faut pas oublier qu'il y a à peine plus de 100 ans, en 1924, les Jeux Olympiques d'hiver sont nés chez nous à Chamonix. Ça a été la première histoire. Et puis 68 à Grenoble. Et puis 92 pour Albertville et la Savoie. Et là, désormais, 2030 qui est devant nous. 2030, c'est une très belle occasion de valoriser notre montagne, de la préparer pour l'avenir. Oui. De se souvenir aussi que 92, et vous faisiez référence à Michel Barnier, eh bien 92 nous a donné un héritage absolument incroyable. Nous allons utiliser 95% des équipements déjà en place des équipements sportifs pour les Jeux de 2030. Et là, c'est une chance incroyable parce que d'abord, c'est une économie et j'ai toujours plaidé que nous ferions des Jeux respectueux de la dépense publique. On dit parfois sobre, c'est un peu galvaudé sobre. En tous les cas, respectueux de la dépense publique. C'est l'occasion de le faire. Mais c'est aussi l'occasion de se dire que d'ici 2030, nous pouvons inventer de nouveaux modèles pour nos territoires de montagne, pour nos stations, pour nos espaces valléens, avec justement comment nous allons préparer l'avenir demain. Se préparer l'avenir, c'est justement ce que vous évoquiez en début de notre échange autour de la transition, autour de la diversification et répondre des enjeux de la montagne de demain, c'est penser énergie, c'est penser mobilité, c'est penser habitat différemment. Et donc, c'est un véritable projet global que nous appréhendons sur cette trajectoire. Donc voilà, les JO de 2030, ce projet qui n'est plus un projet, puisque... On n'est plus dans la candidature, c'est désormais acté. Nous avons eu cette grande fête le 24 juillet 2024, où les Jeux ont été accordés aux Alpes françaises. C'est le territoire des Alpes françaises qui va organiser, c'est-à-dire Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr, et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous le faisons ensemble avec Renaud Muselier pour mon plus grand plaisir. Et c'est désormais orienté. Maintenant, nous travaillons à la mise en œuvre opérationnelle. En tout cas, donc, c'est très vite là maintenant. Hein, c'est dans 5 ans. C'est quelques années seulement. Et donc, c'est à la fois court, ce qui nous permet de ne pas nous perdre, et d'avoir un regard très attentif sur nos athlètes, parce que nous oublions trop souvent que de parler Jeux Olympiques, c'est d'abord parler de sport, c'est d'abord parler de performance, de réussite, et j'espère de nombreuses médailles pour la France, grâce à nous. Et puis, c'est long, mais pas trop, ce qui nous permet de continuer, de préparer, d'investir et de préparer le territoire. Et on pense à mon collègue qui est à côté de moi, Thomas, qui présente l'émission de sport 9-2-1 Partez 2 fois par mois sur Radio Grand Lac, et on espère que les médaillés viendront ici également à Radio Grand Lac en 2030. Et le temps avance, il est 14h47, on va se recentrer pour la dernière partie plus sur notre territoire, Aix-les-Bains, Chambéry. Quels sont les dossiers que vous avez à cœur sur Aix-les-Bains, sur le territoire Grand Lac, sur Chambéry, et qui occupent en ce moment les dossiers de la région? Ils sont nombreux. On a parlé de sécurité il y a quelques semaines seulement avec Marie-Claire Barbier dans la commune de Chandrieux. Et ça a été un très bon moment qui a permis d'illustrer les travaux qui sont menés dans ce cadre-là. On ne peut pas ici être à Aix-les-Bains sans parler des termes et des investissements qui sont en cours, qui sont des sujets évidemment particulièrement importants. On a des sujets de mobilité à la fois pour Aix-les-Bains mais aussi pour Chambéry. Je pense à la question de la gare routière, par exemple, à Chambéry.
sur laquelle nous travaillons. Et puis un certain nombre de dimensions évidemment culturelles et sportives. En parlant de sport, j'ai évidemment une petite pensée pour nos amis du rugby à Chambéry, que j'ai prévu d'aller voir tout prochainement. C'est un des exemples de ce sur quoi nous avons aussi apporté un soutien très important de la région pour permettre la réalisation de ce stade de rugby. De la même manière sur les grands investissements que je pense à Savoie Expo et avec ce site si particulier sur lequel nous avons aussi des améliorations et des investissements qui sont engagés. Et puis il y a ce dossier difficile qui est tombé sur nos éleveurs savoyards, sur nos agriculteurs, sur nos paysans, comme j'aime dire le mot, avec la dermatose nodulaire contagieuse. Voilà, les premiers cas ont été trouvés dans une commune de notre territoire. Nos éleveurs sont dans l'inquiétude, ne savent pas comment ça va se passer. Alors on sait bien que c'est une compétence de l'État puisque c'est du sanitaire et les services de la préfecture et des chambres d'agriculture suivent ça de près. Et vous, en tant que président de la région, quelles sont vos actions, Fabrice Pannecook ? Moi, je veux d'abord dire à nos agriculteurs, à nos éleveurs, la grande fierté qui est la nôtre de l'agriculture qu'ils nous permettent d'avoir sur nos territoires. Parce que le travail qui est fait est remarquable. Je leur dis ensuite le soutien le plus entier qui est le mien. J'ai eu naturellement le président de la Chambre d'agriculture, j'ai régulièrement Madame la préfète avec qui nous parlons de cette situation difficile. On est sur une compétence sanitaire et donc l'État est évidemment en première loge. Du côté de la région, nous suivons ça avec énormément d'intérêt. Nous sommes la région avec le premier budget agricole de France. Et donc, du coup, nous avons une attention particulière. Là encore, souvenons-nous que nous sommes la région dans laquelle il y a 198 produits sous signe de qualité, ce qui en fait là aussi une singularité et la première marche du podium. Sur la dermatose et cette situation difficile que nous vivons, il y a des dimensions très fatales avec ces troupeaux qui doivent être abattus pour des questions de protection sanitaire. Il faudra penser ensuite la reconstitution des troupeaux. C'est un des sujets qu'il faut regarder. Ce qui est tout de suite devant nous, c'est d'abord la question de la vaccination. Sur ce sujet de la vaccination, nous travaillons au plus près avec la ministre de l'Agriculture sur la manière avec laquelle nous pouvons raccourcir les délais pour que les vaccins arrivent jusqu'à nous. Il faut savoir que nous ne les avons pas en France aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Le deuxième aspect, c'est l'acte vétérinaire. Là aussi, nous devons soutenir, mobiliser autant que possible les forces vétérinaires qui sont proches de chez nous, au plus proche de chez nous, pour pouvoir lever les doutes là où ils existent ou les confirmer malheureusement dans certaines situations. Enfin, c'est le sujet de ce qui se passe après l'abattage et le travail que nous menons avec l'équarrissage, où là aussi nous avons une attention particulière du côté de la région. Fabrice Pannecook, si vous nous permettez une petite parenthèse, puisque nous avons justement un élu de ce territoire ou de la commune où ont été trouvés les premiers cas de cette maladie, qui a été aussi votre alors j'allais dire votre collaborateur, mais collaborateur dans le sens de la collaboration de la collaboration au sein de la Fédération des maires. Vous avez été mon vice-président, mon président, voilà, puisque à cette époque-là la présidence était tournante entre les quatre associations. C'est d'abord un complice, voilà. Merci beaucoup. Lui aussi. Et Claude Giraud voulait nous dire un petit mot sur tout cela. Eh bien, merci de m'avoir invité à Radio Grand Lac avec Fabrice, qui est un fidèle ami depuis maintenant, on peut presque dire des décennies, mais pas encore complètement. Et si j'ai un mot à dire au président de la région aujourd'hui, c'est que dans l'Albanais, qui m'est très cher, nous vivons une véritable catastrophe. Car le monde agricole, avec cette maladie, est plus que bouleversé. Et il y a le côté, bien sûr, financier, mais il y a le côté humain. Et ce côté humain me touche profondément, comme il touche les exploitants de l'Albanais, car les exploitants agricoles, et je le dis à tout le monde, ils aiment leurs animaux. Bien sûr. Ils les aiment, les petits veaux. Et lorsqu'ils les voient dans la vie de tous les jours partir à l'abattoir, ils ont bien souvent une larme à l'œil. Alors la catastrophe que nous vivons, elle est terrible. Et je dis au président de la région que même si ce domaine sanitaire est de la compétence de l'État, et aujourd'hui on peut dire que l'État
avec la préfète de Savoie, essaie de remplir sa mission. Il faut que la région, il faut que le département de la Savoie, il faut que toutes nos communes, et j'allais dire tous les habitants, soient solidaires de ce monde agricole, soient solidaires de nos exploitants, qu'ils soient à Entrelacs, à Cessan, à La Biole, en Chautagne ou ailleurs, parce que nous vivons un moment terrible au niveau humain et au niveau économique. Merci à vous tous de nous entendre et au président de la région de faire encore plus qu'il fait, et je sais qu'il fait le maximum pour notre économie, pour notre monde agricole. Fabrice Pannecook, on vous met la pression là. Non, mais Claude Giroux a tout à fait raison, parce que la dimension humaine dans ce dossier est importante, que c'est une catastrophe, et il faut le qualifier de cette manière-là. Moi, j'ai des échanges avec les uns et les autres, je peux mesurer ce que ça représente. Il faut que nous soyons à la fois sur des dimensions très techniques, parce qu'il faut éradiquer, il faut stopper, il faut vacciner pour que les choses s'arrêtent, et tout en considérant cette dimension de l'humain. Moi, je dois aller au plus près sur le terrain dans les jours qui viennent, pour à la fois échanger avec les éleveurs, évidemment, mais aussi avec les communes. Et je l'ai dit à Marie-Pierre Montaureau-Sadou notamment. Fabrice Pannecook, nous arrivons au terme de cette émission après ce passage triste mais vraiment difficile. Et nous-mêmes, nous sommes vraiment de tout cœur avec les exploitants, avec les agriculteurs, avec le monde paysan, comme j'aime dire, parce que pas de pays sans paysans, comme on dit. 5 septembre 2024, 8 juillet 2025, il y a 10 mois. Quel est, en quelques mots, déjà le bilan de ces 10 premiers mois à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes? D'abord, c'est passé très très vite. Parce que, évidemment, les journées sont bien remplies, évidemment, les sujets ne manquent pas. C'est beaucoup de découvertes de ce qui se vit au cœur de nos territoires. La vie de la région, elle ne se fait pas à l'hôtel de région à Lyon ou à Clermont-Ferrand. La vie de la région, elle se fait dans nos villes, dans nos villages, autour de nos clochers, dans nos mairies, dans nos associations avec les habitants. Et donc, c'est un rappel chaque jour de ce qu'il faut que nous fassions de plus pour accompagner le fait que nous vivions bien dans nos territoires. Avec de la sécurité, bien sûr, avec de la mobilité, avec de l'économie. Avec tous ces champs de compétences sur lesquels nous sommes impliqués, sur lesquels il faut évidemment poursuivre le travail, avec une grande ambition, avec un côté très raisonnable de ce que nous devons assumer d'être en capacité de faire ou de ce qui nous échappe, mais en tous les cas avec une ambition qui reste chevillée au corps, celle que nous devons aux habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et toujours la même passion pour remplir cette mission, le même enthousiasme et la même énergie. Chaque matin, j'ai l'impression que la batterie est totalement remplie et qu'il faut aller servir ceux qui m'ont fait confiance. Alors, vous parliez de chaque matin. Justement, ça va être la dernière question à 14h56. On a pour habitude, quand on a des invités ici, de finir par la question RGL. Quand vous n'êtes pas à l'hôtel de la région, quand vous n'êtes pas auprès des acteurs économiques ou touristiques, quand vous rentrez chez vous le soir, souvent tard, à quoi vous pensez, à quoi vous carburez? Quelles sont vos autres passions pour vous évader un peu? Parce que je pense que les dossiers doivent envahir l'esprit et la tête. D'abord, j'essaie de passer du temps avec ma famille, avec mon épouse, avec mes fils. C'est important parce que nous ne parlons pas là de ce qui fait mon quotidien. On parle de ce qui fait la richesse et toute la diversité de notre région. Ça, ce sont des sujets intéressants et eux me disent ce qu'ils vivent dans leur quotidien et comment je peux les accompagner. J'écoute de la musique. C'est mon secret, Jean-Pierre. Quelle sorte de musique? J'écoute tout. De l'accordéon peut-être, non? Aussi. Non, j'écoute beaucoup de musique. C'est important pour moi, y compris dans les transports d'ailleurs. Et je lis. Je lis parce que c'est d'abord une belle manière pour nous de voyager toujours, d'apprendre, de découvrir ceux qui ont écrit avant nous. Et puis, je prends du temps sur mon territoire de Savoie, que j'affectionne tout particulièrement. Et puis à Moutier, et puis dans la vallée des Bellevilles, où il faut aller libérer la tête. Et vous savez, je retiens aussi ce qui m'a été dit il y a quelques années, ceux qui ne se reposent pas fatiguent les autres. Et donc, je ne suis pas avare de ces temps que je peux passer sur nos sentiers, dans nos vallées, à découvrir nos territoires, parce qu'ils sont absolument merveilleux et qu'il ne faut rater aucune des saisons. Aucune, bien sûr, en Tarentaise, à Moutier. Vous devez connaître la route Moutier-Lyon par cœur, là. Je commence à bien connaître la route, mais il faut être stratège du temps et de la route quand on est président de région et d'une grande région comme la nôtre. Et donc, je ne suis pas
dans l'impératif de rentrer dans mon lit tous les soirs. Et quand on traverse notre grande région, il faut pas faire des sauts de puce pour aller directement de Moutier à Aurillac. Il y a des tas de choses formidables à découvrir sur le chemin. Parfois, il faut s'arrêter. Et chaque semaine, je prends le temps de partir pour 3 jours, par exemple, ce qui me permet du coup d'avoir une segmentation des transports. D'abord, c'est moins long. Et puis, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Dernière question, dis-moi quelle a été votre plus belle rencontre dans cette nouvelle fonction de président de région? Un simple anonyme, une personnalité. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, peut-être le plus marqué en rencontre? La chose la plus locale, c'est sans doute ces découvertes dans des entreprises où parfois à partir de rien, c'est-à-dire de quelques idées dans le fond d'un garage, être en capacité de développer des projets qui aujourd'hui s'expatrient très très loin. On a comme ça beaucoup d'exemples dans nos territoires. Il y en a un que tout le monde a en tête. Il ne date pas d'aujourd'hui, mais l'histoire m'a été rappelée encore dernièrement. C'est l'histoire de Vicat, par exemple, qui est une très belle histoire, qui commence avec quelques adjuvants et qui donne aujourd'hui une de nos plus belles pépites d'Auvergne-Rhône-Alpes, et j'aime à le rappeler. Un exemple peut-être plus éloigné, c'est la dimension de solidarité que la région peut avoir aussi avec des territoires éloignés. Je pense à l'Arménie quand je dis ça, avec ces découvertes au plus près du terrain dans la région du Sunic, par exemple avec cette petite fille que j'ai rencontrée sur la frontière avec l'Azerbaïdjan, qui est un moment qui marque. Fabrice Pannecook, merci beaucoup, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci pour votre venue ici. Merci pour l'honneur que vous avez fait au Grand Bain de la Vie Locale à Radio Grand Lac. Il est 15h tout juste. Merci à Romane qui est en face de moi pour toute l'aide qu'elle nous a apportée afin de construire cette émission. Puis on vous souhaite bon vent et on vous dit à bientôt. Merci Sandra, merci Jean-Pierre, merci mon cher Claude et à très bientôt. Merci. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac en DAB. Une écoute de qualité qui fait toute la différence. Radio